Alors, dans le cas d'un conflit nucléaire, comme celui qui vient d'être évoqué par le film, il y a évidemment plusieurs scénarios possibles. Mais si on, et on verra tout à l'heure lesquels, dans le détail, mais si on imagine un bombardement, je vais employer des termes de profane volontairement, si on imagine un bombardement nucléaire important sur une concentration urbaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il advient? Là, on a vu dans un petit village de France ce qui s'est passé, on a vu que les gens arrivaient à survivre, etc., etc., mais imaginons quelque chose de très important sur une concentration urbaine. Alors, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Oudou? À la différence de ce que l'on voit dans le film, où il reste, où on voit la lumière, il va y avoir la nuit et donc et corrélativement le froid. Alors je vais vous montrer un scénario qui a été imaginé par Ehrlich et Sagan, dont le livre est... Qui ont écrit un livre qui s'appelle Le froid et les ténèbres. Voilà. Et on qui est une hypothèse. Une hypothèse, Absolument. bien sûr, et on verra d'autres hypothèses dans la suite. Absolument. On suppose que 100 mégatonnes tombent sur la région parisienne, et vous voyez sur cette carte, la région qui est affectée, c'est une région dont le rayon de 100 km de rayon, c'est-à-dire qui affecte toute l'île de France et une partie des régions périphériques, c'est du Loiret. bien vouloir tourner la carte vers cette caméra, voilà. Voilà donc toute la région, c'est-à-dire 15 millions de Français disparaissent immédiatement. Alors pour eux, le problème est rapidement réglé. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce qui se passe pour la suite. Alors ce bombardement engendre d'une part des gaz et d'autre part un ensemble de poussière, de suie. La poussière et la suie va monter dans la stratosphère et va obscurcir le rayonnement solaire, et pas obscurcir le rayonnement solaire seulement sur la France, mais sur l'ensemble de l'Europe, et va faire baisser, dans le cas qui nous préoccupe, 100 mégatonnes, c'est-à-dire 4 pour 1000, 0,4% de l'ensemble des moyens, disons, de l'ensemble des silos nucléaires, de ce qu'il y a dans les silos nucléaires. Eh bien, ça suffit pour que l'hémisphère nord, ou tout au moins l'Europe, la température soit inférieure à 0 degré pendant 70 jours. C'est-à-dire pendant 70 jours, il va y avoir un gel absolument énorme. Alors évidemment, vous allez avoir... Alors qu'on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. On est dans l'obscurité, il fait très froid, c'est-à-dire... Exactement. Il fait donc moins de 0 degré Celsius pendant 2 mois, plus de 2 mois. Alors, si vous ne voyez rien, vous avez l'arrêt de la photosynthèse, c'est-à-dire les plantes périclites, et il y a une série de réactions en chaîne, dont peut-être d'autres personnes après moi parleront. On va voir l'aspect médical. Vous avez alors la réaction en chaîne, c'est-à-dire la disparition des aliments végétaux, et évidemment, tous les herbivores disparaissent, et c'est donc une succession en chaîne. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure des oxydes. Les oxydes vont affecter une couche la couche d'ozone, qui est une couche d'oxygénétrie atomique, qui a un effet très important. Pour nous, astronomes, elle est très gênante parce qu'elle absorbe le rayonnement ultraviolet qu'on ne peut pas observer de la Terre, mais pour la civilisation, elle a l'effet d'arrêter le rayonnement ionisant, et donc qui a le même effet, disons, ou un effet induit par rapport à ce qui va se passer avec la bombe thermonucléaire. Vous avez non seulement la bombe qui va propager des corps radioactifs, donc qui vont affecter les cellules vivantes, mais vous allez également avoir, à la fin de la nuit, lorsque le rayonnement solaire va pouvoir de nouveau pénétrer, disons, dans le... Il n'y aura plus de protection. Il n'y aura plus de protection, en tout cas plus de protection ultraviolette. Donc vous avez tout un ensemble d'effets. D'une part, les effets dus à l'obscurcissement de la poussière. Vous avez des effets d'ordre chimique, qui sont par exemple la destruction de la couche d'ozone et la perturbation de l'atmosphère. Vous avez des effets radioactifs, bien entendu, dont d'autres parleront mieux que moi. Vous avez des effets biologiques et des effets écologiques, puisque vous allez avoir toute la chaîne de réaction qui va être perturbée. Va être détruite. Alors, dans un scénario qui n'implique que 4 pour 1000 de l'ensemble de l'arsenal nucléaire, vous avez en fait, non seulement celui qui reçoit la bombe va être, disons, fortement perturbé, mais éventuellement, et même vraisemblablement, celui qui l'envoie. Et c'est donc, si vous voulez, même tout en étant... je ne suis pas personnellement pacifiste, mais enfin, il faut mesurer
l'effet des bombes, enfin l'effet, disons les effets thermonucléaires, dans le cadre de ce scénario. Dans l'hypothèse de ce même scénario, que se passe-t-il au plan de la santé, docteur Feuillade? Il y a d'abord tous les gens qui sont tués par l'explosion. Il faut voir les effets à court terme et les effets à long terme. Les effets à court terme, c'est très simple. C'est les effets liés à l'onde de choc, à l'onde thermique et au rayonnement initial. L'onde de choc va entraîner sur le lieu de l'explosion et dans ses environs immédiats, un nombre de blessés tel que on ne pourra pas, nous médecins, et c'est là notre cri d'alarme, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons rien faire parce que nous ne serons pas armés pour le faire, nous n'aurons plus rien, et non seulement nous n'aurons plus rien, mais beaucoup d'entre nous ne seront plus là. À Hiroshima, pour avoir une idée, 80 à 90% des médecins, des infirmières sont morts ou blessés. 80% des lits d'hôpitaux ont été ravagés immédiatement. Donc le problème immédiat, il est déjà sur la zone sinistrée, il va être extrêmement difficile à résoudre. Ce d'autant que les sauveteurs, quand ils rentreront dans la zone sinistrée, auront affaire aux retombées radioactives locales immédiates, donc ils devront être protégés et devront être spécialisés, protégés. Le tout nous laisse penser à nous médecins que notre tâche à cet instant-là sera réduite au strict minimum. C'est dire que dans notre esprit et dans l'esprit de nombreux médecins dans le monde, puisque nous représentons un petit peu le secteur français d'une vaste organisation de médecins. Il y a 105 000 médecins, 35 pays qui essayent de coordonner leurs efforts. L'OMS a nommé des experts pour un rapport, et notre tâche sera donc la prévention. Et puis il y aura les effets, un petit peu après l'hiver nucléaire, les effets à long terme. Les effets à long terme, c'est l'effet des radiations, c'est les retombées qui seront largement, et là, M. Audouze a bien insisté dessus, c'est que ça dépassera le cadre même du lieu de l'explosion. Les retombées radioactives s'étendront sur une large superficie du globe, fonction des vents, fonction de la hauteur de l'explosion, fonction de la puissance de la bombe. Bref, les conséquences seront dramatiques à long terme. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on voit toujours les conséquences des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, que les cancers et les leucémies créés par ces explosions ont apparu 3 ans à 4 ans après, avec un pic et un maximum 5 à 7 ans après, mais qu'on continue à voir, et que la fréquence des cancers, du sein, de la thyroïde, est toujours plus importante dans cette population. Il y a les conséquences génétiques, il y a les conséquences de l'irradiation chez les femmes enceintes au moment de la catastrophe. Au moment de l'explosion, une femme enceinte, c'est un risque d'enfant mort-né, c'est un risque de microcéphalie très important. Que pourrons-nous faire devant cela? Quels sont nos moyens? Alors, on dit souvent, le médecin, il va nous aider, le médecin sera là pour faire quelque chose. Non, c'est illusoire. Nous ne pourrons rien faire. Nos moyens seront réduits à zéro. Donc, il faut prévenir, et prévenir, c'est lancer ce cri d'alarme qu'on soit le plus possible. Vous savez, on ne le dit pas à la légère. Nous avons étudié les scénarios, nous avons fait des simulations, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Boston, sur Londres. À chaque fois, nous sommes arrivés à la même conclusion. Il n'y a aucun moyen de lutter efficacement pour nous, médecins. Ne comptez pas sur nous, c'est ce que nous vous disons. Alors, que se passe-t-il maintenant, M. Lolland, au plan économique? Quelles sont les retombées à moyen terme ou à court terme? Mon voisin avait un petit bouquin avec lui qui commence par « Si une bombe atomique tombe, inutile d'appeler le médecin ». Et j'ai envie de dire, inutile d'appeler l'économiste de service. Parce que sur le plan économique, il se passe un petit peu ce qui se passe sur d'autres plans. L'économie s'effondre. L'économie, qu'est-ce que c'est? C'est la production. Il est clair que dans un contexte comme celui que nous avons vu tout à l'heure, eh bien, il est pratiquement impossible de produire de la nourriture, de produire des équipements, des vêtements, tout ce dont on a besoin. Donc, il y a un effondrement économique. Ça, c'est chez nous, en quelque sorte. Alors, la question qu'on peut se poser est de savoir jusqu'où va-t-on reculer? Est-ce qu'on recule de 50 ans? Est-ce qu'on recule de 100 ans? Est-ce qu'on recule de 1000 ans? C'est une bonne question. Et dans le film, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait un cheval qui devait servir naturellement à labourer. Ce film est totalement irréaliste. Parce qu'actuellement, nos chevaux, on n'utilise pas à labourer, on a les chevaux du tiercé. Alors, essayer de faire labourer un champ avec un cheval qui court le tiercé, vous n'y arriverez pas. Et si de toute façon, si vous aviez un cheval, il
Il faudrait une charrue, il n'y a plus de charrue. Et si vous aviez un cheval et une charrue, il faudrait encore savoir l'atteler et l'utiliser. Personne ne sait plus faire ça. Donc vous voyez, en point de vue économique, c'est une régression, mais une régression qui ne nous porte pas de